Nous sommes en novembre 2025, le monde est complètement fou et pourtant vous êtes au bon endroit, vous êtes sur le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Je suis Bye Bye Patron, votre hôte, multi-investisseur en millions d'euros en IMO, en centaines de milliers d'euros en bourse depuis plus de 10 ans, gros fan d'intelligence artificielle et investisseur en crypto à mes heures perdues. Aujourd'hui, on va avoir un épisode spécial. Je pense que j'ai jamais fait d'épisode comme ça. C'est la suite logique de l'épisode de mercredi dernier et du live que j'ai pu faire dimanche. Je vous la fais courte en chronologie. Mercredi dernier, je vous ai sorti un épisode, le système anti-salariat. Dedans, j'ai expliqué mon système basé sur les 3 leviers argent des autres, donc immobilier notamment via la négociation des biens immobiliers et un dossier bancaire pour lever de l'argent. L'argent exponentiel basé en petite partie sur la crypto, en grosse partie sur la bourse et ensuite l'argent infini avec les side business, notamment on peut avoir un podcast, créer une communauté, on peut faire aussi de la courte durée, on peut habiter gratuitement chez soi, on peut avoir des business en ligne, écrire des livres, voilà. C'est ça mon système, c'est en fait se servir de sa situation actuelle, de ses revenus stables si on en a, mais c'est très probablement ton cas. Donc du CDI, du statut de fonctionnaire, du statut de profession libérale, type infirmière, kiné ou que sais-je, pour capitaliser là-dessus et utiliser ces 3 leviers pour pouvoir dire bye bye à n'importe qui. Si l'État il devient complètement fou avec des taxes de fou, bah tu peux partir, tu peux varier les fiscalités, tu es plus résilient et voilà, tu peux vivre un peu la vie de tes rêves, pas tout de suite, pas sans effort bien sûr, mais au moins tu as un objectif, tu sais à quoi te tenir, tu appliques ces 3 leviers et ta vie financière, elle va grandement changer et avec ça en général, il y a tout qui change. C'est-à-dire que quand tu prends ta vie en main d'un point de vue financier, tu vas faire attention à ton corps, tu vas être en meilleure forme, tu vas éventuellement trouver un conjoint, changer de conjoint s'il y en a un qui te convient pas ou faire des projets en couple et ça va solidifier ton couple. Donc voilà, tous tes aspects de ta vie, tu vas rencontrer plein de gens intéressants. Là, ce vendredi, l'épisode sort mercredi, vendredi, je serai à Paris. J'ai organisé un repas, j'ai dû refuser des personnes, désolé, hein, j'avais pris 10 places. C'est parti super vite en moins d'une journée, du coup j'ai dû refuser des personnes. Ça me contrarie et ça me chagrine, mais voilà, c'est à Paris et c'est compliqué de réserver pour plus que ça. L'été, on peut aller sur des terrasses ou des endroits un peu foot court, etc. Là, je trouve que en novembre, c'est plus compliqué. Donc, c'est quoi le résultat qu'on peut attendre concrètement en fait quand on applique ces 3 leviers? Donc, je l'ai dit, voir son patrimoine grandir de façon exponentielle via l'utilisation de ces 3 leviers. Vraiment, en tout cas pour moi, ça a été game changer. Et vous allez le voir, ça a été là les personnes que j'interviewe aujourd'hui, ça a été game changer pour elles aussi. Alors bien sûr, moi j'ai juste donné l'élan et elles ont fait 99% du boulot, mais en tout cas je pense que c'est vraiment un investissement qui est capital sur vous, de vous plonger là-dedans, de vous y mettre dans un monde franchement, enfin vous voyez bien, il y a pas moi je lis pas les news et il y a que des dingueries qui me tombent dessus de ce que je vois. Donc quand on a, ces 3 leviers, on est super résilient en termes de taxation. Ben je vous apprends rien, l'immobilier c'est pas taxé de la même manière que les actions, c'est pas taxé de la même manière que les side business. Side business, tu peux mettre des charges dessus. Donc tu payes moins d'impôts sur ces dépenses que tu peux sur ton téléphone, ton MacBook, tes billets d'avion, tes billets de train, tout ça, à condition que ce soit dans le cadre de ta vie professionnelle, mais rien ne t'empêche de mixer les 2. Tu peux en déduire une bonne partie, tu peux te casser de francs s'il y a besoin, grâce à ce système. Bah voilà, quand tu as un portefeuille boursier qui tourne bien, t'as pas besoin forcément et un side business qui tourne bien, et bah t'as même pas forcément besoin d'avoir un métier dans un autre pays ou alors, bah, c'est une vraie sécurité. Si jamais tu vas dans un autre pays, peut-être que tu démarreras de plus bas ou tu auras besoin de plus de moyens. Et ben, tout ce patrimoine que tu as créé, c'est clairement ton ticket de sortie si tu as envie de partir. Tout le monde n'a pas forcément envie de partir. Mais voilà, si tu arrives à faire 300 000 euros en 5 ans de patrimoine, et ben, le jour où tu revends, tu peux partir et tu as un bon matelas de sécurité. Ou alors, voilà, tu peux financer les études de tes enfants. Vraiment, ça t'apporte une liberté. Et en fait, même si dans ta vie, rien ne change, souvent, c'est le bonheur, je trouve, et la liberté, c'est la façon dont on perçoit les choses. Et
avoir un matelas de sécurité, des revenus qui tournent, avoir l'impression d'avancer, et ben ça nous rend heureux, même si au final ta vie au quotidien, tu as l'impression qu'elle a pas trop changé. Donc voilà, le but c'est vraiment ça, c'est que dans 2-3 ans, eh ben vous ayez des revenus supplémentaires, des revenus qui sont significatifs en milliers d'euros, plusieurs milliers d'euros par mois, un patrimoine qui a grossi en dizaines de milliers d'euros, voire en centaines de milliers d'euros. Et donc, moi, j'ai ce système des 3 leviers et c'est la première fois que j'annonce ça. Je peux vous coacher. Donc, j'ai forcément limité à 10 places parce que je peux pas le faire pour tout le monde. L'idée, c'est on fait un audit de votre situation au départ, dès que vous rejoignez et ensuite on fait un suivi tous les trimestres. Où est-ce que vous en êtes? Si vous voulez faire de l'immobilier, combien de visites, combien de biens, vous en êtes où? Si, tu veux lancer un side business, je peux t'aider. Maintenant, le business en ligne, je connais bien. Hem donc, si tu veux, pour la bourse, voilà, te lancer, tout ça, si tu as des questions sur, l'allocation de ton portefeuille et cetera, bien sûr, je vous donnerai pas de conseils en investissement, mais, en tout cas, je suis là pour vous aider. Vous allez voir, là, les personnes que j'ai pu aider à ma modeste échelle ont eu des résultats qui sont complètement dingues. Donc voilà, grosbillet.com/cash, vous avez une garantie de 14 jours. Si vous n'avez pas les résultats escomptés, en plus, je vous prolonge vos accès. Vous prenez vraiment très, très peu de risques. Le seul risque que vous prenez aujourd'hui, c'est de rien faire et ça commence à coûter cher de rien faire. On voit le pouvoir d'achat de la France. En gros, la France, elle s'appauvrit pas vraiment, quand tu as l'impression, quand tu regardes le PIB par habitant et tout, mais on est en train de s'appauvrir, par rapport à tout le reste du monde et en fait, ne rien faire, c'est c'est s'appauvrir clairement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, prendre son destin en main et ses finances en main et tout ira mieux, globalement, dans votre vie une fois que vous aurez fait ça. En tout cas, toutes les personnes que j'ai pu aider, elles ont des résultats dont elles sont très satisfaites et c'est pas faute d'avoir eu, déjà pas mal d'invités, que j'ai coachés, sur ce podcast. Donc voilà, grosbillet.com/cash. J'ouvre pendant une semaine. Pourquoi j'ouvre pendant une semaine? Parce que après, ben, du coup, j'intègre les nouveaux et je peux pas tout faire en même temps. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un suivi de qualité et donc en plus, pendant cette semaine, si vous nous rejoignez, vous avez plein de bonus. Tout est inscrit sur la page, mais je vous envoie des cadeaux chez vous, des bonus que vous avez jamais vus, que vous avez jamais eu. Personne fait ça. Je suis le seul dans l'écosystème de l'immobilier et de la liberté financière à faire ça. Grosbillet.com/cash, lien en description. Ne traînez pas. Et du coup, on va attaquer tout de suite avec Damien. Damien, on va parler du levier 1, c'est-à-dire l'argent des autres, et du levier 3, l'argent infini et de comment il a pu mettre tout ça en place, comment il a pu s'occuper de ses enfants, prendre plus de temps, quitter son métier de salarié pour être plus disponible, et voir l'avenir sereinement et tout ça grâce à l'application de ces 2 leviers. Félicitations à toi Damien, on attaque tout de suite avec lui. Et nous voilà, on est avec Damien. Salut Damien, comment ça va? Salut Thibaut, bah ça va et toi? Ça va, la réunion expatriée en Bretagne. On C'est va ça. parler de tes bons choix de vie là. Il y en a d'autres qui sont plus discutables. Ouais. Du coup, on va parler vite fait de négo, euh, aussi du coup de habiter gratuitement dans ta résidence principale et puis on va parler des projets que l'IMO et tout ça ont pu ensuite engendrer dans ton business et dans la multiplication des sources de revenus. Peut-être on commence, donc toi tu étais membre du club, je t'avais coaché pendant un petit moment. Peut-être tu peux nous raconter le petit studio que tu as acheté, le premier. Comment ça s'est passé? Comment tu as négocié? Et puis ensuite on verra la suite. Ça Ouais, marche? allez, go. Ouais, du coup, le premier studio que j'ai acheté qui est à Brest, c'était un studio alors j'étais parti sur deux studios en même temps. Mmh. Tu sais, je voulais faire la doublette. Et parce que j'avais trouvé ces deux-là en même temps. Et il y en a un que j'avais envoyé une offre d'achat de bâtard. Comme on J'avais préconise. enlevé, voilà, de tête sur un studio, il faisait 18 mètres carrés, hein. Ouais, Euh, je crois que j'avais fait enlever, enfin demandé à enlever 11 000 euros dessus. OK. Sachant que c'était Euh, pas des gros prix à Brest, 18 mètres carrés, c'est pas. ouais, c'était dans les 5, un peu 48 000.
C'était Ok. 48 000, ouais. J'ai le prix en tête. Je savais que c'était dans les moins de Hmm. 50 000. Hmm. Donc du coup, l'offre a été refusée. Et entre-temps, j'étais sur un deuxième appart sur lequel j'ai envoyé une offre. Cet appart-là, c'était une offre que j'ai envoyée légèrement en dessous du prix du marché parce qu'il était déjà, il était déjà au bon prix, j'ai envie de dire, quoi. Hmm. Donc fallait que quand même que je m'assure de l'avoir. Et donc du coup, entre-temps, bah, celui-là, il a été accepté. Donc j'ai commencé à faire un peu les paperasses. Et l'autre, en fait, bah, je savais très bien, vu l'état de l'appartement, etc., que je me dis, de toute façon, au pire, il m'envoie bouler et au mieux, il revient vers moi. Hmm. Et donc, 1 ou 2 semaines après, le mec revient vers moi et enfin, l'agent IMO et il me dit, «Ah bah, finalement, j'ai pas encore trouvé d'acheteur, bon, par contre, votre offre, elle est vraiment trop basse, c'est à la limite abusé, mais on peut trouver un arrangement, quoi». Hmm. Donc du coup, on a renégocié on est passé de -11 000 à -8 000 Ok. et là, ça a été, accepté. Donc c'était pour moi une grande réussite parce que, bah, voilà, c'est tes coachings, Ouais, ce bah que ouais, tu oui. disais et là, je l'ai expérimenté dans le réel, donc je me dis: «Ça marche» et bon, finalement, cet appart, je l'ai pas acheté. J'ai moi-même annulé, pardon, l'achat. Et grâce à tes bons conseils, parce que j'ai pendant le compromis de vente, les 10 jours, c'est 10 jours, Hmm. hein, c'est bien ça. Hmm. J'ai fait venir un maximum d'artisans pour voir un peu tout ce qu'il y avait. Et il y a un des artisans qui a vu qu'il y avait un gros défaut au niveau du soubassement, là, enfin des caves. Et il m'a clairement dit, n'achète pas cet appartement, tu vas être dans la merde, etc. Hmm. Donc après, j'ai quand même pris d'autres avis parce que je me dis, ouais, peut-être le gars, il est trop dans le Hmm. négatif et tout. Et je me dis, ouais, bon, pour un premier achat, je vais annuler l'achat parce que Hmm. je connaissais pas assez. Et lui, il m'avait clairement dit, il avait beaucoup d'expérience, il m'a dit, non, n'achète pas ça. Donc je me dis, bon, pour qu'un artisan me dise de pas acheter le truc quand Hmm. même, Yes. Yes. lui, il gagne rien là-dessus. Donc voilà, un peu résumé sur ces deux studios. Donc au final, j'ai eu un des deux studios. Pas sur celui que j'ai fait l'offre de bâtard, Hmm. mais du coup, j'aurais pu très bien l'avoir si je voulais, quoi. Ok. Ouais. Et il y avait une histoire, non, d'un bien à 68 000 que t'as payé 45 000? Ou je confonds? Non, ça c'est j'ai ma résidence principale sur lequel j'ai fait, 30 000 Ok. € De négo? de négo. Ouais. Yes. Ok. Donc en tout cas, les négos, ça marche. Et bah du coup, ça va nous faire aller sur du coup la résidence principale. Raconte-nous comment ça s'est passé. Du coup, fort de ta première expérience de négo réussie, au moins ça Bah, t'a mis le pied à l'étrier, quoi. C'est ça. Tu t'es dit ouais, voilà, c'est c'est ça. possible. Du coup, je suis allé sur la résidence principale, c'était un bien qui était abandonné depuis 2 ans. Donc pareil, j'ai fait enfin avant de faire intervenir plein d'artisans, j'ai fait la négo, donc j'ai posé pas mal de petites questions, à l'agent immobilier et j'ai tout de suite compris que voilà, c'était ouvert à la négociation. Donc dit déjà à l'oral, je lui dis: «Bah, j'envoie, une offre à -30 000, ça passe?» Mmh. Et il m'a clairement dit, «Oui, ça pourrait passer». Donc du coup, j'ai même réfléchi du coup à me dire: «Ah ben s'il me dit qu'à -30 000 ça passe, je vais envoyer peut-être une offre à -40». Mmh. Mais là, vu que c'était un peu aussi, le projet La de résidence cœur, principale, ouais, avec ma voilà. compagne et tout, ma compagne, elle m'a un peu calmé, elle m'a dit: «Déjà, si tu as dit que ça passe à -30, envoie -30 parce que sinon, je veux Ouais. pas perdre ce bien». Ouais, ouais, ouais. Ça, Donc c'est toujours l'histoire de la résidence principale. C'est sûr que c'est notre plus gros actif, mais il y a aussi une part d'émotionnel et aussi, il faut s'y sentir bien. Donc, quand on en ouais, trouve un bien, bien sûr, faut pas le surpayer. Mais bah, c'est ça. là où, toi, quand tu avais les 2 studios, c'était bon, bah, si ça passe pas, tant pis, hein, il y en aura plein d'autres, alors que la C'est résidence ça. principale. Mais du coup, l'expérience passée des 2 studios m'a permis aussi d'être moins dans l'émotion, Mmh. sur cet achat et de pas avoir peur et de poser les bonnes questions, surtout à l'agent immobilier et de pas avoir peur, bah, du coup de faire l'offre, à moins 30 et qui est passée largement.
Alors qu'on avait de la concurrence dessus, mais voilà, nos dossiers étaient aussi plus solides. Donc voilà, achat d'une RP avec 2 dépendances, du coup, parce que Et c'était 2 enfants, l'objectif, et 2 2 enfants, dépendances et 2 une dépendants. par enfant. Ouais, voilà. Yes. Et l'objectif, c'était d'avoir une RP 100% Gratuite. voilà, gratuite, et donc de dépendance qui nous permettait de les mettre en location, et de pouvoir financer totalement notre prêt, voire faire du cash flow. Et du coup, t'en es où là aujourd'hui avec le studio que t'as acheté finalement et puis surtout ta résidence principale? Est-ce que l'objectif il est rempli ou est-ce que Ouais, tout se alors paye tout seul? le premier studio, il est en autofinancement, et enfin, on fait un petit peu de cash flow dessus, légèrement. Hmm. Euh, et la résidence principale, du coup, on y vit gratuitement parce qu'on a la C'est quand même la première. plus grosse dépense de. Toi, t'as Ouais, quel âge? 34? 34. Trente- Ouais, 34. Ouais, donc voilà. À 34 ans, la plupart des personnes, ça, c'est un tiers de leurs revenus qui partent dans la résidence principale, quoi. Donc toi, c'est ça. c'est zéro. Donc là, on finance quand même encore, je dis ça, je rigole en même temps que j'y pense. On finance encore EDF, enfin Ah ouais. l'électricité, Ah punaise. etc., de notre poche. Mais avec la deuxième dépendance qui va arriver, tous les charges seront Et financées bien par ces plus, deux quoi. dépendances, quoi. Et oui, je pense qu'on fera aussi du cash flow par-dessus. Yes. Et du coup, t'as changé de vie complètement depuis que je t'ai connu, puisque à l'époque, t'étais salarié, hein, c'est ça? J'étais Et salarié, t'étais pas investisseur. Et du coup, t'avais pas ouais, la même résidence principale, et t'avais déjà un enfant, je crois, mais pas le deuxième. ouais. Et du coup, là, donc 2 enfants, maison gratuite, et du coup, t'as quitté ton job de salarié, J'ai c'est quitté ça? mon job de salarié, j'ai racheté 5 business en ligne, 4 e-commerce, un de vente de formation en ligne, et je viens tout juste de monter ma boîte de rénovation. À force de faire de la réno chez moi et à Hmm. force d'en avoir marre de voir le marché Les de la artistes. réno du moins à côté de chez moi, mais j'ai l'impression que c'est partout en France pareil. Donc je me Hmm. suis dit, ça c'est ma mère qui m'a mis cette croyance dans la tête, on est mieux servi que par soi-même. Ouais, c'est ça. Jamais mieux Du coup, servi. j'ai monté ma boîte et là, je commence à déléguer quand même à des Ok, collaborateurs. Mais oui, beaucoup de changements depuis ok. le début, l'intégration du Club Invest. Eh, yes. Et bah, ce qui est trop bien, c'est que vu que ta résidence principale te coûte zéro, tu as pu prendre ces risques, entre guillemets. Là où c'est vrai que la plupart des gens, ils se C'est ça. retrouvent assez vite bloqués. Ah oui, Souvent, je sais bah plus c'est comment dire. En gros, en 5 ans, tu construis ta prison. Quand tu commences à bosser, tu te prends un emprunt, tu te prends ouais, c'est ça. peut-être un crédit sur la voiture. Après, tu as les enfants et tout ça. Et puis, en fait, toi, t'as pu partir de zéro sur ces nouveaux business, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, C'est vraiment une libération, j'ai envie de dire, hein. C'est ça la réelle liberté, c'est de pas avoir à réfléchir ou à se sentir bloqué par les investissements, même des coachings, des accompagnements, des trucs comme ça. Je veux dire, j'hésite pas à le faire, hmm, et du coup, je grandis de plus en plus. Je crois en chaque jour. hmm, C'est un cercle vertueux en fait. hmm, Et c'est vrai que là, le fait d'en parler tous les deux, de revenir là-dessus, de hmm. tout ce que j'ai fait depuis que j'ai intégré le Club Invest, et là je me dis ouais Ah, quand même. yes, il s'est passé. Bah, félicitations en tout cas pour le pro. Et du coup, tu peux être chez toi, tu vois plus tes enfants, tu vois plus ta femme que Bah si tu oui, étais dans un bureau, quoi, tout simplement. ouais c'est C'est ça. sûr que. Bah quand j'étais salarié, j'étais 40 heures semaine. Bah après j'étais une partie en full remote, mais bon, j'étais tout le temps dans mon bureau, Hmm, à être hyper stressé, à pas bouger, pas avoir le temps de faire du sport. Enfin c'était un peu le cercle vicieux. Ah aujourd'hui. J'ai repris le basket, j'ai repris la compétition, c'est ma passion. J'ai tous mes mercredis après-midi avec mes enfants, et puis le samedi, il est dédié aux travaux à la maison parce qu'il y a quand même pas mal encore de travaux, jamais fini. yes. Mais voilà, je peux vraiment prendre le temps de faire ce que je veux. Alors pas encore comme
mon objectif, mon rêve principal de vraiment être 100%, comment dire ça, rentier, on va dire, Mmh. dans le sens où Tout tourne tout si seul, quoi. ouais, tout tourne vraiment tout seul, là, j'ai quand même besoin de mettre la main dans le cambouis, mais je veux dire, j'ai comparé à la 90% des gens, Mmh. j'ai une super vie. Enfin, c'est Mmh. clair, clair et net, hein. Faut d'ailleurs que je Yes. me dise ça plus souvent parce qu'on a toujours Ouais. tendance, Ouais, faut faire la gratitude. Tu as ouais, des à dire enfants en bonne souvent, santé, une femme, une je suis pas maison. assez, assez régulier dans la gratitude. Là, faut que j'en Mmh. fasse quotidiennement, surtout quand il fait pas beau comme ça. Ouais, trop bien. Yes, c'est trop intéressant. Et du coup, tout ça, ça t'a pris combien de temps? Entre, genre, tu as 0 appart et maintenant tu vis comme ça? Bah, je sais même plus. C'est quand que je suis rentré dans le club. Ça devait faire, moi, je dirais C'était 3 ans. 3 ans à peu près, hein. Je dirais que c'est ouais, ça. ça doit être ça. Oui, ma deuxième, elle a 2 ans. Mmh. Ma deuxième fille, Ouais. et donc elle était pas là quand je suis rentré Mmh. dedans. Ouais. Donc ouais, ça fait 3 ans à peu près, ouais. Yes. Donc comme quoi Ouais, ça souvent c'est ce qu'on dit, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 3. Bah, je pense ouais, que là tu en es la preuve. Bah, écoute, ça m'a fait trop plaisir et puis, je dis toujours c'est un peu triste parfois, il faut attendre de faire un podcast pour avoir des nouvelles, des personnes, qu'on apprécie, mais au moins on a pris le temps, donc félicitations à toi et bah puis, merci, bah, ouais. nous on se revoit à Alicante, hein, je crois, Ouais, c'est ça. dans 6 mois au soleil. Ouais, j'ai Allez, à hâte. très bientôt. Bon Merci week-end. Thibaut, salut. Bye bye. Et voilà, du coup, après Damien, levier 1 et levier 3, donc l'argent des autres et l'argent infini, on attaque avec Alix. Alix, marrant, en plus, elle est en Espagne, ça fait plaisir. On vient de quitter Damien avec pour promesse de se revoir à Alicante. Et Alex, elle va nous expliquer comment elle investit en bourse. Vous allez voir, elle va parler à un moment de sa rentabilité de portefeuille et il est vrai que je l'avais pas briefé exactement sur donner les chiffres. Donc elle va donner des chiffres, mais après elle m'a envoyé un WhatsApp pour me montrer la performance de ses portefeuilles. Donc je vous l'ai dit d'avance parce que forcément ça va changer un peu votre écoute en sachant ça. Mais en tout cas, merci à Alix d'avoir pris le temps. On a enregistré 2 bons matins. Elle revenait tout juste de voyage et elle repartait en voyage. Donc, je vais vous dire les chiffres qu'elle m'a communiqués. Et donc, les chiffres qu'elle m'a communiqués par WhatsApp, elle a 8 investissements. Celui qui a le moins rapporté, c'est 6%. Ensuite, je vous fais dans l'ordre croissant. 6%, 8,5%, 11,5%, 12,6%, 14,5% et 16,44%. Donc ça fait un rendement moyen de 11,94%, 11,94%. On attaque tout de suite avec Alix. Et bonjour de bon matin, on enregistre hein, avec une femme en plus. Salut Alix, comment ça va? Salut, bien et toi? Ça va très bien. Toi, t'es en Espagne, c'est ça? Oui. Voilà, à Madrid. À Madrid, trop belle ville. Voilà, c'est pas le climat alsacien, hein. Tu es originaire d'où au départ? Du Jura. Ah, du Jura, bah voilà. Eh ben ouais et puis en Espagne, on y va bientôt. J'en ai déjà parlé plein de fois. Je voulais que tu fasses un petit retour du coup, rapidement, bah, tu t'es auto-aidé, voilà, en étant dans l'académie. Juste, peut-être nous dire, bah, comme moi ça fait plus de 10 ans que j'investis en bourse, donc on va me dire: «Ouais, ça fait longtemps». Les résultats c'était pas en francs, hein, c'est pas en francs, hein, quand même, ni en pesetas, je sais plus ce que c'était en Espagne. Mais voilà, dire juste les résultats, qu'on puisse se projeter à toutes les échelles. Dis-nous tout. Quand est-ce que tu as commencé à investir et comment ça va, ton portefeuille? Combien de temps ça te prend? Je pense que ça va être les 3 questions auxquelles on va essayer de répondre, si tu peux. OK. Alors, depuis quand? Eh ben, moi, j'ai tout commencé très tard parce que je savais pas du tout comment m'y prendre et cetera. Et quand tu as lancé, c'était il y a 9 mois ou 1 an, une Ouais. formation de genre, votre premier ETF en 1 heure. J'ai dit: «Go, Mmh. c'est la formation dont j'ai besoin». Moi, les formations qui prennent, 15 heures ou je sais pas combien, ça m'intéresse pas. Enfin, où je perds de Mmh. l'intérêt, c'est trop compliqué et cetera. Donc j'ai pris cette formation, je me souviens très bien, je m'étais calée, c'était un week-end où j'étais chez moi et j'ai passé le week-end à faire ça. Parce que bon, c'était 1 heure, mais moi, ça a été un peu plus compliqué parce que je suis pas résidente fiscale française. Mais en gros, j'ai suivi la formation point par point. Je faisais la pause, j'ouvrais le compte, etc. Donc en gros, j'avais déjà entendu parler d'ETF, etc. Euh,
et j'ai fait ce que tu as dit, littéral, point par point. J'ai trouvé mon broker, donc dans ceux que tu recommandais, j'ai fait 2 giros parce que Bourso, Hein? je pouvais pas. Et avec 2 giros, après, toi, je me souviens, tu donnais même les codes ISIN Mmh. des ETF. Donc, j'ai pris le code ISIN de l'ETF Monde et je me suis fait. J'ai dû faire un transfert de ma banque sur le broker. Et après, avec ça, j'ai investi dans mon premier ETF et j'étais là, waouh, je l'ai fait, c'était facile. Ouais. Ouais, Voilà. c'était Donc, donc le ISIN, c'est une sorte de comme un code barre, on pourrait dire enfin un numéro en tout cas d'identification des ETF. voilà. Voilà Donc, et c'était très facile. simple. Donc, quand est-ce que je l'ai fait? C'est pour te répondre à ta première question, c'était il y a 1 an à peu près. Mmh. Après, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui? Alors d'abord, j'ai fait un espèce de bilan en disant: Voilà, j'ai mon patrimoine, comment est-ce que je veux l'investir?» Donc en gros, c'est, un tiers bourse. Moi, j'ai un tiers qui est dans des SCPI et l'autre tiers, que je vais mettre en IMO. Physique et donc ce tiers en bourse, j'avais bien suivi ta formation qui disait de pas tout mettre d'un coup, et cetera Mmh. et de diversifier et cetera. Donc j'ai appris ce qu'était un DCA, le DCA aussi. Donc j'avais mon gros paquet, que je destinais à la bourse, je l'ai divisé en gros en 12 pour dire, Mmh. je vais faire un DCA sur 12 mois et aussi ce que j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé avec ChatGPT. Je lui OK. ai dit un peu mon profil de risque et cetera. Donc en gros, j'ai sélectionné 5 ETF. Donc il y a l'ETF Monde et j'ai tout fait genre sur l'ETF Monde, j'ai 50%, sur l'ETF, Nasdaq, j'ai 20%, sur l'ETF j'ai pris un ETF Big AI, j'ai mis du 5%. Enfin, j'ai tout fait un truc avec Mmh. ChatGPT en fonction de mon aversion ou non, au risque et en gros, donc ce paquet que je voulais mettre en bourse, il est en train de s'auto-investir tous les mois Mmh. comme ça et sinon, en gros, quand je reçois mon salaire tous les mois, il y a une partie, poum, je la transfère direct sur, le broker et ça s'auto-investit, comme j'ai indiqué sur le broker. Donc en gros, combien de temps ça me prend? Sincèrement, ça me prend zéro. Juste, ça me prend peut-être 10 minutes par mois quand je fais mes comptes à la fin du mois. Parce que je fais mes comptes de ce que j'ai dépensé et comment va mon patrimoine et je vois juste avec un petit sourire sur les lèvres que ça monte, ça monte, ça monte. Donc en gros, les Yes. chiffres sont en vert. En moyenne, là, je suis à du 6-7%. Et sinon, ouais, j'avais commencé sur 2 giros, mais en fait, au bout de 2 mois, je me suis rendu compte que les frais étaient assez élevés. Donc je suis passée sur, Trade Republic et c'est super facile et OK. voilà. Parce que Donc c'est un courtier allemand au départ, du coup, je pense que vu que tu es en Espagne, ça dépend. En fait, ça dépend, ouais, des ETF, des places aussi. Par exemple, si tu investis au Japon, moi, je passe pas mal par 2 pour ça. Mais ouais, chacun doit faire un peu en fonction de là où il habite. ouais. Et la fiscalité, tu sais comment c'est en Espagne? Tu peux nous dire sur les dividendes, ça se rajoute à tes revenus, tu as des abattements, tu as une idée? J'ai pas trop d'idées, non. OK. Bah, pour l'instant, de toute façon, tu gardes et puis tant que tu gardes, normal. Jusqu'à Voilà. aujourd'hui, en tout cas, ne taxez pas sur les plus-values latentes, c'est déjà Non. ça. Non, non, Voilà non. et je pense qu'il est intéressant de dire aussi avec les 6-7 parce que souvent on dit dans la bourse, il y a 7 à 10 mais ça, c'est sur l'argent que tu as déjà investi et donc en fait, forcément, si au début tu mets 1 000, puis le mois d'après tu mets 2 000, puis le mois d'après 3 000, enfin tu mets 1 000 par mois ou 100 par mois, bah, sur un an, tu auras pas 10 parce qu'en fait, il y a une partie de l'argent que tu as investi il y a moins d'un an, tout simplement. Donc voilà, bah, félicitations d'être passé à l'action. Si vous êtes de passage à Madrid et que vous êtes investisseur immobilier, contactez-moi, peut-être que je vous donnerai, si vous êtes sage, les coordonnées d'Alix pour parler immobilier. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt. Ciao. Et voilà, merci à Alix pour son témoignage. Donc, je vous le rappelle, elle a fait 11,9% en moyenne sur ses investissements. Donc, trop bien, elle a bien pris la tendance du marché. Comme je dis toujours, hein, les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs, mais en tout cas, c'est les résultats qu'elle a obtenus. Et historiquement, depuis 150 ans, la bourse, elle fait que monter à hauteur à peu près de 7% net d'inflation. Donc voilà, il y a des années où ça monte très fort, il y a des années où ça monte pas, voire ça descend. La volatilité, elle est intrinsèque à l'investissement boursier. C'est pour ça qu'il faut investir tôt et il faut investir régulièrement. Donc, en tout cas, c'est ce que je prône. Et du coup, on attaque avec un banquier, Romain. Romain, on va parler levier 3, levier podcast et un petit peu l'argent infini et un petit peu levier 1, le dossier bancaire. Romain, il est banquier, j'ai déjà reçu sur le podcast et du coup, il voulait lancer son podcast. On s'était appelé assez longuement par rapport à ça et maintenant, franchement, il a tenu le coup. C'est quelqu'un d'hyper discipliné. C'est peut-être la personne la plus disciplinée que je connaisse.
niveau sport, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et il a plein de projets grâce à son podcast. Vous allez pouvoir l'écouter directement. Et du coup, on est avec Romain. Salut Romain, comment ça va? Salut Thibaut, ça va et toi? Yes. Du coup, je viens d'enregistrer avec, je passerai sur le podcast de Romain, donc c'est un des leviers dont je parlais, donc le levier argent illimité et aussi compétences illimitées. Du coup, je voulais que tu nous partages les retours sur ton podcast. On s'était appelé de souvenir quand tu avais lancé ton podcast, on avait parlé du titre et tout ça. Est-ce que tu peux, donc l'idée c'était que tu nous partages un peu les bienfaits les retours positifs que tu as eu par rapport à ça. Et ouais, de toute façon, j'en ai plein des retours. Alors, pour recontextualiser un petit peu la chose, moi, j'ai créé le podcast il y a bientôt 2 ans. En février, là, tu vois, février 2026, ça fera 2 ans, avec un épisode tous les 15 jours. Et en fait, voilà, ça m'a Qui appris s'appelle plein de Money Show. C'est ça, ouais, The Money Show, ouais, exactement. Et en fait, l'idée, c'était quoi? C'était tout ce que moi j'ai appris au travers de podcasts des autres, comme le tien, par exemple. Je m'étais toujours promis derrière de lancer mon podcast et d'inspirer les gens. Et en fait, ça marche vraiment dans le sens où moi déjà, je prends énormément de kiff à enregistrer ces épisodes. Donc voilà, pour parler un petit peu de moi et de ce que je kiffe Mais bien moi, au sûr, mais quotidien. c'est hyper important. Voilà, moi je kiffe rencontrer des nouvelles personnes, je kiffe, si tu veux, dès que j'ai une nouvelle personne, je lui demande si elle a d'autres gens à me recommander et derrière, tu vois, ça débouche sur d'autres interviews. Donc je rencontre des gens qui font des tas de choses, tu vois, des sportifs, je rencontre, des investisseurs, je rencontre des entrepreneurs, j'ai rencontré quelqu'un là, un sujet, la vente à rémunérer aussi. Bon, Mmh. c'est lié à moi, à mon podcast, et aussi, sur les thèmes que j'anime, mais Mmh. c'est des choses, voilà, dont on n'entend pas souvent parler. Donc, déjà moi, au travers du podcast, j'apprends plein de choses. Je prends énormément de motivation. On en parlait juste avant, mais voilà, j'ai interviewé quelqu'un là qui est complètement sur la lune, enfin je trouve à mon niveau. Et derrière, c'est hyper inspirant et tu dis: «Moi, j'ai de la discipline» et en fait, quand tu vois des gens comme ça, tu dis: «En fait, eux, ils ont encore plus de discipline». Donc je trouve que déjà au contact de personnes comme ça, tu apprends plein de choses, tu prends beaucoup de motivation. Et puis après derrière, ce que j'adore aussi, c'est les retours que j'ai, vis-à-vis du podcast. Les auditeurs, voilà, il y a plein d'auditeurs qui m'écrivent, hein. Alors j'ai pas des centaines de messages par jour, mais voilà, j'ai au moins, on va dire allez, entre 5 et 10 messages par semaine où, C'est voilà, déjà le bien, c'est déjà super bien. Ouais, mais voilà. Et Mmh. voilà, on va dire une dizaine de messages par semaine où les personnes, voilà, ils me disent: «Bah, écoute, l'invité du jour était vraiment super, je connaissais pas du tout ce sujet, merci, on a appris plein de choses». Ou alors, même l'épisode solo que tu as fait cette semaine, je me retrouve carrément à travers toi parce que moi aussi je vis ça dans mon quotidien, je me sens seul vis-à-vis de mes proches qui sont pas du tout dans le business ou dans l'immobilier. Donc c'est vrai que c'est vraiment kiffant. Et puis derrière, voilà, j'ai eu pas mal aussi de sollicitations, vis-à-vis de mon expertise, Mmh. de banquier. Donc toi, Donc tu es au début, banquier, on a fait un épisode il y a longtemps sur le sujet. voilà. Donc tu es banquier, tu as une formation justement dans ton thème de compétences, à savoir le financement. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, Yes. c'est là où, en fait, je voulais amener, c'est que ça m'a aussi apporté cette opportunité, dans le sens où, au début, je le faisais, donc avant de lancer pour le podcast, je faisais ça, on va dire, pour mes proches. Donc c'était à toute Mmh. petite échelle, donc je pouvais vraiment prendre le temps, on va dire, de le faire pour chaque personne. Et puis après, voilà, il y a une première personne sur le podcast, enfin, les auditeurs qui m'a dit: «Est-ce que tu pourrais faire ci? Est-ce que tu pourrais faire ça? Tiens, tout ce que tu dis, c'est intéressant, tu pourrais en faire une formation». Donc tu sais, tu as une personne qui te dit ça, une deuxième, une Mmh. troisième. Puis tu sais, quand tu as une dizaine de personnes qui commencent à te dire ça, tu dis: «Bon, je pense que ce serait peut-être le moment, tu sais, de réfléchir à ce que je veux faire». Donc moi, voilà, j'ai créé ma formation, liée à mon expertise de banquier. Et puis derrière, vis-à-vis du podcast, c'est sûr que ça donne de la visibilité. Mmh. Donc voilà, on va dire déjà pour commercialiser le produit que tu vends, c'est tip top. Et puis surtout derrière, toutes les personnes qui écoutent ton podcast, te suggèrent telle ou telle idée. Donc en fait, toi, ça te permet de structurer ton plan, ton produit, ta formation, et c'est ce qui fait que derrière j'ai lancé ça et puis on a fait un bon petit lancement. Et puis le podcast notamment m'a permis aussi de rencontrer des gens, avec qui, voilà, on a fait des collaborations. Je parle, Yes. notamment là de la formation que j'ai vendue. Je l'ai fait en collaboration avec des copains que j'ai rencontrés à travers leur podcast. Ok.
Voilà un Plus tu as petit des peu. opportunités, voilà, on va pas tout dire, mais Mmh. tu peux confirmer, tu as d'autres opportunités professionnelles, on va dire, ou Ouais, c'est via ça. des gens que tu as rencontrés dans le podcast. C'est ça, voilà. Alors après, sans trop m'étaler, voilà, on m'a proposé du coaching dans certains domaines, on m'a proposé d'animer des séminaires, on m'a proposé de faire des modules de formation aussi Mmh. pour certaines personnes, toujours liées à mon expertise. Donc ouais, ça m'apporte pas mal de choses. Là aussi, prochainement, il y aura de l'affiliation vis-à-vis du coaching sportif. Donc voilà, ça plein de petites choses qui derrière permettent, voilà, de dégager des revenus complémentaires. Yes. Et en général, quand tu as plus de relations, à qui tu t'entends bien et plus d'argent, tu es un peu plus heureux, hein. C'est comme ça dans c'est comme ça Exactement. dans la vie. OK, bah, trop bien. Bah, ouais, je me rappelle quand on s'était appelé, c'était ouais, il y a 2 ans, on a un peu moins de 2 ans et puis maintenant je suis trop content de voir le résultat. Félicitations, Merci. à toi. Et est-ce que tu recommanderais à n'importe qui d'avoir un podcast, tu vois? Enfin, tu vois, par Ouais. exemple, moi, j'avais parlé, avec, Édouard là, qui a un podcast sur les montres, donc rien à voir. Est-ce que tu vas être tu à ton avis, ce serait utile pour tout le monde ou? Bah, à mon sens, oui, Mmh, utile, en fait utile parce que derrière ça te permet alors, moi je suis aussi un peu dans le dev perso, mais je trouve que ça te permet d'acquérir, bah, tu vois des compétences, transverses, hein. Ça te permet de mieux communiquer, ça te permet heu, tu sais, bah, déjà de te structurer, de t'organiser. mmh, On parle d'organisation, mais un podcast, c'est voilà, quand tu veux être régulier en tout cas, bah, voilà, faut trouver des nouveaux invités, faut trouver des nouveaux sujets. Donc vis-à-vis déjà de on va dire des compétences que tu acquiers, en créant le podcast, je trouve ça intéressant et puis derrière, ouais, tu rencontres plein de monde et puis, je trouve que c'est pas mal aussi parce que ça te permet des fois de pousser des sujets, heu, que voilà, tu connais, on va dire, dans les grandes lignes, mais que derrière, mmh, voilà, tu cherches à développer, hein. Notamment la yes. tu vois, la vente à rémunérer, c'est un sujet que voilà, je connaissais rapidos, Dans les dans études, on en parle en général en cours de droit, enfin, il y a ouais, longtemps. Enfin, bah moi, c'était comme ça. Ouais, voilà. et ben ça, c'est un sujet que j'ai toujours entendu parler, que j'ai des clients qui faisaient ça, mais voilà, je leur posais deux trois questions, mais sans trop détailler. Et là, j'ai fait venir un expert et en fait, il m'a fait un cours magistral. Donc, Mmh, certes, ça va être cool pour les auditeurs, mais déjà vis-à-vis de moi, je trouve que bah oui. c'est énorme, quoi. T'apprends plein de choses. On reste le meilleur auditeur de son podcast, C'est hein, ça. forcément. On a écouté 100% des contenus. Et tu vois, moi, c'était pareil avec le différé d'emprunt. Je dois avouer, quand j'ai lancé le podcast il y a 5 ans, je faisais pas de différé. En fait, j'y pensais même pas, tu vois. Déjà, je voulais l'argent absolument. Et c'est en parlant avec les invités de différer que j'ai dit ah oui, il y a ça aussi quoi. Et donc après je l'ai demandé sur tous mes financements, je pense depuis au moins un petit différé de quelques mois. Donc voilà, même dans les domaines où on est compétent, ça nous pousse. Et puis dans ceux où on l'est pas, bah, on acquiert pas mal de contacts, soit pour les compétences et aussi pour bah, les opportunités pro. C'est Merci ça. beaucoup. On se Merci à retrouve toi. dans le Money Show, donc je passerai le 18 novembre si vous voulez écouter. À très bientôt. Bye bye. Salut. Voilà, donc félicitations encore à Romain bah, pour sa constance et pour les résultats. Et bah, la dernière personne que je voulais inviter, qui a accepté l'invitation, c'est Edouard. Edouard, on s'était rencontrés en 2022, 2 fois de suite d'ailleurs en 2022 à un événement, et il m'avait dit qu'il voulait lancer son podcast. Et du coup, je l'avais un peu harcelé. Bon, bah, vas-y, c'est bon. Maintenant, je lui avais mis une deadline et tout ça. On avait beaucoup discuté. Il a fait tout ce qu'il a fait pour sa réussite. Il la doit à lui-même. Mais j'étais peut-être le starter dont il avait besoin à ce moment-là. Il va vous raconter tout ce qui lui est arrivé. C'est complètement dingue depuis qu'il a lancé son podcast. Donc, on est toujours sur le levier 3, l'argent infini. On fera peut-être un épisode avec Edouard, c'est un investisseur immobilier chevronné. On fera peut-être un épisode avec lui sur le sujet à l'occasion. Mais en tout cas, regardez ce qu'il est possible de faire. Et bonjour, on est avec Edouard. Salut Edouard, comment ça va? Bah ça va et toi? Salut la commu? Yes. Ta Eh bah commu? ouais, ça fait trop plaisir. Donc nous, on s'était parlé la première fois, je crois que tu écoutais mon podcast, on s'était parlé à Ouais. Bordeaux, Ouais, ouais. 2022. On va revenir là sur ce stade de Bordeaux. Puis j'ai retrouvé dans mon téléphone, ouais, je m'étais mis un rappel parce qu'on avait parlé que tu L'échange. voulais lancer ton podcast. J'avais mis un rappel dans mon téléphone 30 jours après, demander à Edouard où ça en est. Et depuis, bah, il y a eu du chemin. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Raconte-nous un peu
justement ton podcast, ta vie de youtubeur à présent, sachant que tu as d'autres activités aussi. Tu m'avais pas mal challengé, j'avais trouvé ça très très cool. J'ai regardé ton podcast, enfin j'écoutais ton podcast plus exactement, je trouvais ça très bien. J'aimais beaucoup le ton que tu avais pu faire et surtout qui était très différenciant. Et ça, tu vois, c'est un des trucs qui m'avait inspiré franchement, parce que franchement ton podcast il ressemble à aucun autre. Avec ton petit démarrage en trompe que j'aimais beaucoup et le ton sincère, et je m'étais les auditeurs connaissent bien ça. Et ouais, c'était il y a 3 ans, on s'était rencontrés au stade, et ce qui est assez rigolo, j'en parle un petit peu plus tard, c'est que le stade maintenant, on le privatise pour des events autour de l'horlogerie, donc ça c'est cool. Donc ouais, donc Trop bien. J'avais peut-être toujours démarré. Pourquoi peut-être juste le démarrage du. Ouais. C'était un truc que tu avais lancinant, ou tu avais quelque chose qui s'était arrêté dans ta vie pro, tu avais du temps qui s'était dégagé? Non, même pas. En fait, j'avais un peu comme toi, hyper actif à faire plein de choses. Je suis dans du consulting pour des boîtes. J'ai fait beaucoup de choses associées dans certaines autres entreprises. Et puis, j'écoutais depuis très longtemps beaucoup de podcasts, des podcasts sur l'investissement, sur le dev, etc. Enfin, pas mal de choses. Et je me disais, en écoutant, en allant voir un petit peu ce qui se passait côté Orlo, finalement, qu'il se passait. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas ce que je cherchais dans l'offre, si tu veux. Donc, l'idée et le constat était tout simple, comme pour beaucoup que tu vois, c'est de créer ce que tu trouves pas finalement dans le paysage. Alors, je dis pas que ce qui était là était pas bien, mais en tout cas, c'est pas ce que je recherchais. C'est un peu le côté longue traîne, des épisodes de podcast longs. On va vraiment sur le chemin. Pourquoi les gars en sont arrivés là, etc. Tu vois un peu ce côté-là. Et j'écoutais les Gentlemen Investisseurs un petit peu. J'écoutais ton podcast évidemment. C'était Mathieu Stéphanie, ce genre de choses. Tu vois, des choses assez longues sur 1, 2, 3 heures. Et ça n'existait pas. Donc j'ai dit tiens, un jour je suis parti faire une séance de sport, et en revenant je dis tiens, je vais lancer mon truc, on va faire ça. Et c'est là quand j'ai commencé un petit peu à t'en parler. Je parlais avec Tony aussi, j'avais fait les Noëls, tu sais, des Gentlemen Investisseurs, on s'est retrouvés d'ailleurs, avec plein d'autres. Et toi t'es parti directement en mode parrainage. C'est-à-dire, tu m'as dit attends, tu vas le faire, mais je vais te challenger, tu vas faire ça les premiers, je sais, parce que tu sais très bien que les podcasts, il y en a beaucoup qui lâchent. Moi-même, j'ai énormément de messages de personnes qui me disent j'ai envie de faire un podcast. À chaque fois, je leur dis attention, c'est du taf. Et attention, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'engagement. Et donc, toi, tu avais dû te dire il y en a 1 sur 2, 1 sur 3 qui doit juste continuer, etc. Je sais pas si tu avais vu cette stat. À l'époque, déjà, c'était, je crois que c'est 80% des podcasteurs qui arrêtent au bout de 5 ou 6 épisodes, un truc comme ça. Je crois que c'est ça à peu près, en substance. Parce que c'est long, ça scale au bout d'un certain temps, etc. Donc je me suis lancé, j'ai commencé à acheter du matos, à me lancer là-dedans, et puis en fait à utiliser tous les leviers que je connaissais dans mes autres business, dans le podcast, c'est-à-dire le réseau, de suite aller voir entre guillemets les bonnes personnes, de suite essayer de faire du contenu assez inspirant avec des bons sujets, avoir ce qu'on appelle des bons clients, comme tu connais, c'est-à-dire des personnes qui soient donc ça déroule la pelote et ça va tout seul, quoi. Donc ce genre de choses, raconter mon histoire tout simplement. Et puis ça a pris super rapidement. Voilà. Yes. Raconte-nous peut-être les réussites entre guillemets, je sais pas, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Maintenant, t'as dit vous avez c'est un salon horloger, c'est comme ça que vous appelez ça l'événement à Bordeaux? Ouais, alors ça c'est encore autre chose si tu veux. Moi, ça a commencé. Donc je te dis, je lance mon podcast le 24 octobre 2022. Donc là, on a vraiment fêté les 3 ans. Je commence à faire un truc. Je voulais au départ faire quelque chose qui était très sound design. Je sais pas si tu as écouté Guerre de Business, tu connais ou pas? C'est un podcast. Je connais. Coca versus Pepsi. Enfin, tu vois ce genre de truc. Boeing, Airbus, tout ça. Ouais. C'est hyper bien fait. Vraiment, c'est le genre de truc que j'adorais. Et moi-même étant à l'époque pas mal dans ma bagnole, j'écoutais beaucoup de podcasts, et c'est très anglo-saxon. Ça, en France, c'est un peu moins développé. Et donc, toi, t'avais mis des bruits de gare, je me rappelle je sais plus si c'était des trucs. Vraiment, j'ai hyper immersif, j'ai expliqué. Très vite, on m'avait appelé le compteur horloger, tu vois, pour te dire un peu le truc, vraiment le truc où tu racontes tout ça. Et donc, de suite, je pars dans ce truc-là, mais surtout en n'écoutant pas ce que faisaient les autres, finalement. C'est vraiment pas être influencé par ce qui s'était passé ailleurs, parce que je pense que si tu commences à regarder et à écouter ce que font les autres, forcément, on est tous pareils, on est influencé. Donc, je lance ce truc. Assez rapidement, j'ai beaucoup de messages, beaucoup de feedback, ça fonctionne, et le côté authentique de la démarche plaît. Je m'étais dit, en fait, et les premiers épisodes, j'explique, voilà voilà ce que je fais, voilà ce que je veux faire. Si ça vous plaît, on continue. Sinon, on verra bien. Même j'étais hyper déterminé, je fais ça. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, je commence à aller contacter vraiment tout le monde dans leur lot, parce que j'étais personne, même si j'étais petit-fils d'horloger, mais c'était rien dans l'absolu, si tu veux. C'est juste une passion. Moi, j'ai commencé à acheter des montres quand j'avais 11 ans, si tu veux. Donc à faire du business, et ça rejoint un petit peu par rapport à ton podcast. Moi, j'ai acheté, je vendais des trucs, je
Je faisais des marchés, des trucs comme ça, enfin vraiment pour me faire de la thune. Et à partir de ça, j'ai commencé à m'acheter ma première montre à 13 ans, une première montre sérieuse à 13-14 ans, en ayant acheté, vendu des trucs, fait des marchés, fait des jobs d'été, etc. Donc tu vois le mec vraiment déter, vraiment là-dedans. Moi, je faisais les vélos, moi. C'était ça. J'achetais et je revendais des vélos. Ouais. Ouais, mais voilà, C'était les business. le tout premier business qui était assez rigolo, les amis venaient voir mes parents à l'époque et j'avais créé une carte et je disais, bah, écoutez, vous êtes à la maison voir mes parents, il y a 2 heures à tuer, votre voiture est sale, je vous fais une carte de fidélité à chaque fois que vous venez, vous me payez. Vous repartez de chez mes parents, la voiture est propre. Je faisais une carte de fidélité carrément, tu vois. Et le mec disait, mais attends, mais j'avais 8-9 ans, tu vois, ils étaient fous les gens. Ça. Après, ça a été les pins, parce que c'était la mode des pins. Après, ça a été des achats-ventes de scooters, de trucs comme ça. Enfin, voilà, c'était toujours dans le business là-dedans. Donc, je monte ça, le podcast, ça évolue. Et surtout, j'utilise les méthodes que j'ai toujours utilisées dans mes anciens jobs, dans mon ancienne vie, vraiment réseauter au maximum. Donc là, je me dis, qui peut être intéressant, qui peut être inspirant pour le podcast? Et très rapidement, les passionnés, et puis des personnes qui ont fait l'horlogerie, tout l'écosystème, que ce soit du marketing ou des CEO ou des gens qui ont repris des marques, etc. Et très rapidement, ces personnes, j'ai été assez surpris à quel point facilement, elles étaient très ouvertes à venir sur le podcast finalement. Donc, plus j'en avais, plus j'en voulais. Donc, quelques mois après, j'avais déjà des grands noms entre guillemets de l'horlogerie qui venaient. Mais moi, je me disais le matin, j'allais les interviewer, je disais attends, tu fais ta passion. Alors évidemment, j'en visais pas. Hein. Tu fais ta passion. Tu parles avec des personnes que tu adores et que tu as admirées dans des bouquins quand tu étais gamin. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et comme il y avait cette passion qui était communicative, ça a encore progressé assez rapidement. J'avais beaucoup de retours, beaucoup de messages. Le podcast était assez bien référencé dès le départ, si tu veux. Et puis, au bout d'un an et demi, pas mal de gens m'ont dit, c'est super ce que tu fais, mais nous, on veut de l'image aussi. Et c'est normal, c'est un truc d'image, même si j'avais lâché le compte Insta. Et j'ai sorti la Surtout vidéo sur les YouTube. montres, ouais, c'est très parlant Ouais, voilà. de voir les arrivé... objets et tout. Exactement. Et la chaîne a plutôt bien démarré dès le départ, si tu veux. Et j'avais un peu peur que ça, comme je te l'avais dit en off, que ça déshabille Paul pour dire Jacques, si c'est pour faire un truc, te demander 2 fois plus de travail et finalement avoir la même audience et rien t'apporter de plus et rien apporter de plus, parce que c'est beaucoup plus de travail, mes vidéos. Je dis, bon, on va voir. J'essaye et de suite, ça a plu et surtout, les gens qui écoutaient le podcast ont continué d'écouter le podcast et un nouveau bassin d'audience YouTube est arrivé. Donc ça, c'est cool, tu vois. C'est vraiment, ça a apporté des gens peut-être un peu plus béotiens ou peut-être qui étaient vraiment que par l'image. Donc ça, c'était vraiment bien. Parce que l'habitude du podcast en France, elle est pas très ancrée finalement, tu le sais. Ouais, bien sûr. Autant en Angleterre, aux États-Unis, je crois que c'est 40 ou 45% des gens qui écoutent un podcast au moins une fois par semaine. En France, c'est pas du tout dans ces proportions. Donc il y a eu ça, et puis en même temps, un jour, je fais un épisode de podcast avec quelqu'un qui s'appelle Maverick Pothèse, qui est le repreneur d'une marque bordelaise de montres qui s'appelle Mona, qui est une marque qui était née il y a 10-12 ans à Bordeaux, puis qui s'était arrêté. Et il a repris cette marque il y a quelques années, avec quelques potes à lui. Et donc, on fait un épisode de podcast un jour dans un bar comme ça, quand c'était encore filmé. Et puis à la fin du podcast, on discute et tout. Je dis, tiens, ça serait bien quand même que on voit toute cette ébullition de créateurs, de repreneurs de marques. Ça serait bien de faire un salon, ça n'existe pas. Un petit peu comme pour le podcast, je dis, ça n'existe pas ce que j'ai fait là. Et le mec, et puis Maverick me dit, mais fais-le, franchement, il connaît un peu ma nature, tu vois. Et je dis, écoute, ouais, mais bon, faut une équipe, faut du monde. Enfin, ça m'obsède depuis 3 semaines, un mois, mais voilà. Et puis, je rentre chez moi, ça fait son chemin, et je le rappelle le lendemain, je dis, Maverick, il faut qu'on constitue une équipe. Si toi, ça te chauffe, on fait ce projet. Il dit, ouais, moi, grave, ça me chauffe vraiment, ça serait bien de faire finalement quelque chose qui était parti de piliers très simple, c'était faire un salon que des indépendants et des repreneurs de marques horlogers, où, moi, ayant travaillé dans l'auto, dans le groupe Argus notamment, ceux qui connaissent la Côte, etc., j'allais beaucoup au salon automobile où tu voyais des petits stands, des gros stands. C'était un ego trip quelque part. J'ai dit, moi, si je fais un salon, tout le monde a à peu près la même taille. Il n'y a pas 800 mètres carrés, 30 mètres carrés. Je veux pas que ça soit les vendeurs, c'est que les repreneurs ou les créateurs qui viennent pour raconter leur histoire. Le skin in the game n'est pas le même, si tu veux. Il n'y a pas d'ego trip encore une fois là-dessus. Et ça se passera à Bordeaux et on va faire ça toujours dans un lieu qui casse un peu les codes de l'horlogerie. On veut pas un truc trop guindé, etc. Donc la première édition, alors avant d'aller là-bas, je termine juste ton histoire. Je dis c'est bien Maverick, on est 2, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'on ait toutes les compétences. Moi je pilote, toi t'es plutôt sur le côté, lui il a un peu un profil inv, donc il est plutôt sur le côté, je vais te faire toutes les projections qui vont bien, etc. Moi c'est plutôt la vision du projet dans sa globalité et pilotage. Et il nous manquait des personnes justement qui connaissaient peut-être mieux que moi à cette époque-là, les marques, etc. Naturellement, je me suis rapproché de 2 gars qui sont Aurélien et Jérémy, qui ont la boutique Aurel à Bordeaux. Et je suis allé les voir en disant, les gars, on avait déjà fait un épisode ensemble, ça s'était très bien passé.
Est-ce que ça vous dit d'être dans l'équipe pour faire ce truc-là? Il me dit, ouais, laisse-nous une journée pour réfléchir. Ça leur plaisait. Et ils m'ont appelé 1 heure après en me disant, non, mais c'est bon, on a tout réfléchi, on le fait avec toi. On a constitué l'équipe. 2 mois après, on a créé la société. Et après, on a créé la première édition dans un hôtel particulier de 800 mètres carrés. C'est l'Institut Magré à Bordeaux, qui percute un peu les deux. C'est un institut, c'est un hôtel particulier, très élégant, 19e, mais avec à l'intérieur du street art, des murs tagués, des œuvres très contemporaines. Tu vois, un peu ces deux trucs qui se percutent. Et jusqu'à une certaine époque, il y avait même une vieille Rolls qui était devant l'entrée, devant le perron, un petit peu comme la piscine Molitor à Paris, la Rolls de Cantona. Et donc, on crée ce truc-là, première édition, 48 marques. Ça fonctionne, 1800 personnes qui viennent voir le salon. Et bon, ça fait, pour nous, en tout cas, c'est l'objectif est rempli. 1800, c'est énorme. Il y a 2 ans avant, t'étais personne dans ce monde, quoi. Mais rien du tout. Mais même maintenant, puisqu'en fait, ça c'est juin 2024. Moi, j'avais c'était 2 ans après, t'as raison. Ouais. C'est vrai, c'est 2 ans après. Et les gens sont contents, la communauté est super contente. On avait vraiment fait ça par passion. Les marques sont ravies aussi. Et on se dit, bah, c'est cool, l'idée, c'était de faire une ville chaque année, etc., etc. De changer de ville, de faire Lyon, etc. Ce qu'on fera sûrement par la suite, hein. Et on se dit, bah, c'est cool, on va essayer de trouver un autre lieu, mais les gens étaient tellement contents de cet endroit qu'ils disent, bah, ça savez, vous continuez là-dessus. Sauf qu'on n'avait plus assez de place. Et la personne qui s'occupe de l'organisation nous dit, de toute façon, ils arrêtent la location dans 3 mois, donc de toute façon, l'an prochain, vous ne pourrez pas le faire là. On s'est dit, c'est une opportunité en or de trouver un autre endroit. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui soit différenciant, qui casse les codes de l'horlogerie et qui plaise et qui ait de la luminosité, parce que le nerf de la guerre dans un truc, c'est la luminosité. Et là, on pense à plein d'endroits, à la Cité du Vin, on pense à la Bourse, où la Bourse nous dit, vous pouvez exposer, mais vous pouvez pas faire de vente. Non, mais attendez, si on peut pas faire de vente, ça sert à rien, en fait, même si le lieu est magnifique. Et puis, on pense au stade, mais sans être complètement, on n'est pas super, on n'est pas sûr de notre coup sur le stade, c'est quand même spécial. Et on dit, on va faire une visite, on visite le stade, on va voir. Et quand on visite le stade, il se passe un truc, on se dit, mais cet endroit est incroyable. Et vraiment, ce stade dégage quelque chose de très particulier. C'est vrai, ouais, pour y avoir été, c'est... Ouais, il est récent, il a 10 ans, il est très lumineux, il est très bien. C'est ça. Voilà, c'est un beau stade. Il a vraiment quelque chose d'un supplément d'âme. Et on se dit, mais on pourrait faire quelque chose de fou. Et on fait, comme la première année aussi, des conférences qu'on organise avec des pointures et en tout cas des grands noms, des noms connus à forte notoriété sur le milieu horloger. On invite l'école d'horlogerie de Mérignac. Donc ça, c'est encore des choses en plus où ils montrent aux gens comment ils font avec des écrans. Enfin, c'est super intéressant. On a aussi des fournisseurs de bracelets, enfin tout un tas de choses, tout l'écosystème si tu veux. Et donc deuxième édition, 4000 personnes, 77 marques, c'était en mai dernier. Et voilà. Donc troisième édition en mai prochain, qui sera, j'en parle pas pour l'instant, on va divulguer d'ici quelques semaines à peine comment ça va se passer, mais voilà, on a des belles surprises. Un peu pour le truc. Et vous, en tant qu'organisateur, ça vous amène quoi? Enfin, les marques, du coup, elles peuvent vendre, je suppose, leur montre là. Donc c'est une vitrine pour eux. Vous, c'est pour la notoriété. Vous gagnez un peu votre vie là-dessus, sans dire les chiffres, mais voilà. Non, mais bien sûr. Ouais. En fait, pour moi, les événements physiques, c'est hyper cher. Pour les gens qui n'ont jamais organisé, les événements physiques, c'est hyper cher. On s'en rend pas compte. Mais privatiser le stade, ça coûte 1,5 bras. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment 1,5 bras. Donc, si tu veux, non, en fait, c'est vertueux à plus d'un titre. C'est-à-dire que moi, j'ai la chaîne YouTube qui fonctionne bien, le podcast qui fonctionne bien. En tout cas, je me plains pas. Il y a forcément toujours mieux, hein, mais en tout cas, une communauté hyper engagée, des gens qui regardent longtemps, des gens qui, tu vois, juste un chiffre que je trouve très intéressant. Toi qui connais le monde du podcast, quand tu regardes les chiffres, t'as les personnes, le taux de complétion, c'est-à-dire que les personnes écoutent à 90% l'épisode, mais de 3 à 5 fois. C'est-à-dire qu'ils vont sur un épisode de 2 heures, écouter une demi-heure, 3/4 d'heure, une heure, 3/4 d'heure, et t'as quasiment 90% des gens qui l'auront écouté en entier. Et j'en veux pour preuve, j'avais même mis à la fin un petit adage, en fait, pour voir les gens qui avaient écouté, si tu veux, les warriors qui avaient écouté jusqu'à la fin. Donc ça, c'est un truc de fou. Et donc là, ce que ça apporte aussi, si tu veux, c'est que ça apporte de la notoriété, ça met quand même une couche de vernis concrètement forcément sur l'épisode, enfin sur la chaîne. Et ça nous a permis, puisque aussi on a une chaîne YouTube, Aurélien et Jérémy, ça aussi a permis de faire de la communication malgré tout pas très cher, puisque finalement entre leur communauté et notre communauté,
Déjà, c'est énorme le monde qu'on a pu brasser, qu'on a pu faire venir par ça, si tu veux. Les gens étaient hyper enthousiastes par rapport à ça. Ils sont tous passés le mot aussi sur la première édition qui leur a vachement plu. Donc, forcément, c'est un événement qui apporte à la chaîne. La chaîne apporte aussi au Time Fest, hein, puisque ça s'appelle le Time Fest, pour ceux qui connaissent pas. Ça a lieu chaque année. Et donc, oui, financièrement, forcément, il fallait trouver un modèle économique. Le modèle le plus simple qu'on a trouvé, nous, c'est les exposants qui payent leur emplacement, mais c'est gratuit pour les visiteurs. Comme ça, vraiment, il n'y a pas de pain point pour les visiteurs. Les gens peuvent venir en famille, avec leurs épouses, avec leurs enfants. C'est un moment familial, et comme tu connais le stade, tu as l'espèce d'esplanade, donc ils viennent voir des montres, ils peuvent aller boire un coup. Il y a des food trucks. Les enfants, ils On voient a voulu vraiment ça. le stade et tout. Enfin, voilà. Mais c'est très chill, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une ambiance pas guindée. T'as des visites de stade, il y a des conférences, t'as 4 food trucks en bas du stade, en bord pelouse. Les mecs choisissent ce qu'ils veulent, ils peuvent bouffer sur les gradins, ils peuvent aller boire un coup comme ils veulent avec des potes, avec une bière, etc. Même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tu vois, donc, t'as vraiment ce côté, et on a beaucoup de gens qui sont restés au minimum la journée entière, et même beaucoup qui sont venus les 2 jours, si tu veux. Donc c'est vraiment mais vraiment beaucoup. Bah après, si tu passes du temps avec chacun des 77 exposants. Ça va super vite. Tu peux même pas voir tout le monde si tu veux. Yes. Sachant que l'année prochaine, il y en a encore plus. Voilà un peu l'idée. Je passe ça à la question. Ouais. Et est-ce que t'as pu voir des montres, tu vois, suite au podcast, des montres que t'aurais jamais pensé voir, ou des prototypes, ou des... Enfin, moi, par exemple, j'ai joué au golf longtemps, tu vois, et j'imagine un podcast sur le golf, ce serait pareil. Je pense que tu pourrais aller avec des joueurs que tu as lu dans les magazines de golf. Tu pourrais voir peut-être les nouveaux clubs de golf, Ouais. Est-ce qu'il y a un peu ça, voilà, tu rentres vraiment dans, pas les secrets de l'industrie, mais presque, quoi. Enfin, Ce qui est fou, c'est que tu démarres au départ, t'as tes montres, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Les marques, au départ, sont pas enclines à te filer des montres et des trucs parce qu'ils te connaissent pas, t'es personne, hein. Ouais. Mais très rapidement, ce qui m'a surpris par rapport au monde de l'auto, alors c'est pas le monde des bisounours, attention, mais c'est beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que vraiment, très rapidement, ils t'ouvrent les portes quand même. Alors quand ils voient que t'es quelqu'un de sérieux, ils écoutent tes podcasts aussi, ils voient que t'es pas un branleur non plus. Ça a le goût malgré tout. Et je me rappelle m'être vu, tu sais, ceux qui connaissent l'horlogerie connaissent forcément ce nom, c'est Jean-Claude Biver. Jean-Claude Biver, c'est un gars qui a redressé Blancpain, qui a redressé Hublot, qui est venu chez Omega, qui est à l'origine de James Bond avec la Seamaster. Enfin, c'est un mec qui a fait des choses absolument incroyables dans beaucoup de groupes, qui est une légende vivante. Et un jour, donc, j'ai pu faire un épisode avec lui. Ça faisait à peine 1 an que ça avait commencé la chaîne. Et j'étais en train de faire l'épisode et je me suis dit, mais attends, t'es en train d'interviewer Jean-Claude Biver. C'est vraiment, si tu veux, c'est le top du top. C'est vraiment un gars qui fait partie des 5 ou 10 personnalités les plus suivies et les plus écoutées et les plus respectées dans le monde horloger mondialement. Tu vois, donc vraiment, quand tu vois ensuite, il y a 1 an, j'étais dans mon bureau chez moi en train de faire ça. Et là, ça t'ouvre les portes en disant, il n'y a pas de limite finalement. Et tu as des montres dans les mains. C'était quoi, 6 mois après, j'étais chez Breguet et j'avais dans les mains, chez Breguet, Place Vendôme, des montres à 900 000 euros. Enfin, tu vois, des trucs, des gyro-tourbillons platine à 900 000 balles. Tu dis, waouh, quand même, c'est pas mal. Et très naturellement, on t'a essayé là, vas-y, voilà, enfin, et toi, t'es avec ton petit iPhone en train de faire des photos, t'as presque honte, tu sais, tu vas sortir un méga appareil photo. tu vois le truc. Yes. Mais, donc, c'était très cool. Tu vois que ça peut aller vite, tu peux scaler assez vite. Est-ce qu'ils t'en prêtent des montres? Par exemple, tu dis, voilà, 1 mois avec la montre, est-ce qu'ils t'en prêtent, genre, tu peux les porter vraiment, ou c'est plutôt juste pour l'épisode? Alors, t'as vraiment 2 catégories pour moi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les indépendants et les micro-marques. C'est-à-dire, c'est des marques qui ont une petite production, qui sont souvent reprises ou créées ou reprises par quelqu'un. Et que ces gens-là, t'es directement en contact avec le gérant, le repreneur, etc., le patron, ou les personnes vraiment du market qui sont très investies, donc ils te prêtent des montres, ils t'en envoient 3, 4, donc tu reçois tout le temps des colis, ils t'en envoient, tu essayes, tu peux porter, il n'y a pas de souci, on discute, ils peuvent prendre un moment très naturellement. Quand tu bosses avec des groupes, par contre, c'est très différent. Je bosse assez peu avec les groupes, je vois assez peu les groupes parce que j'aime pas trop cette démarche. Ça me rappelle le monde de l'auto, justement, tu vois. Où vraiment, faut demander 25 autorisations, c'est l'armée mexicaine. Quand tu portes une montre, attention, faut laisser les stickers parce qu'il y a une rayure. Enfin bon, là c'est l'enfer. Donc ça, j'aime moins ce côté-là, moins spontané. Et puis tu sens quand même que tu sens moins la passion concrètement, sans le cliché, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien travailler. Et là, l'ambiance qu'on a au Time Fest, c'est aussi ça, c'est que ce sont que des repreneurs, des créateurs. Donc des gars qui vraiment aiment ce qu'ils font
et communique ça aux visiteurs quand ils viennent. Donc là, ce mec-là, il te dit, tiens, je te passe ça. Même ils peuvent te passer quasiment la montre qu'ils ont au poignet, te dire, tu me la rends dans 2 mois, il y a pas de souci, quoi. Mm. Et ça, après, t'as de la matière, tu vois, il y a un effet boule de neige là-dessus. Yes. Très généreux. Trop intéressant. Et ce serait quoi, tu dirais, là, t'as déjà été, pas loin du sommet, mais ce serait quoi Non. l'aboutissement Tu veux dire en termes, absolu de ça? Genre, tu veux dire qui je voudrais venir me voir ou tu veux dire, ouais, qui tu pourrais rencontrer ou un événement que tu pourrais faire ou participer à la conception d'une montre ou, enfin, ouais. je sais pas si tu as déjà réfléchi. C'est marrant parce que tu me dis ça parce qu'en fait, alors j'ai beaucoup de messages, tu dois connaître, t'as la même chose toi aussi. J'ai beaucoup de messages en me disant quand est-ce que tu créeras ta montre, etc. Ta marque de montre parce que il y a une grosse tendance, alors maintenant qui est un peu passée, mais qui était il y a 1 an ou 2 et jusqu'à il y a 1 an, où les créateurs de contenu, même si je déteste le terme, créer leur montre, leur marque, etc. Mm. Et ça, alors en Kickstarter, etc. Alors ça marchait pas, mais en tout cas, il y avait une grosse tendance là-dessus parce que avec 30 ou 40 000 balles, tu peux créer une montre assez facilement. Tu fais ce qu'on appelle du picking, c'est-à-dire que tu vas voir des gars et tu choisis des aiguilles comme ça, une boîte comme ça, tu fais un peu ton truc, tu crées ta montre, tu fais ça en Kickstarter, tu risques rien. De toute façon, tu les crées, tu les fais livrer que si tu étais payé, donc il y a pas de souci. Et ça, pour moi, ça m'intéresse pas, si tu veux. Mm. Par contre, souvent, par pure passion, je conseille des marques. On s'appelle énormément. Et les mecs me disent, mais si ça a été un peu mon métier sur la stratégie, c'était un peu mon métier de consultant. Donc là, c'est vraiment par pure passion et par amitié. Je conseille beaucoup de gens là-dessus. Après, je suis sur un autre projet là. Ouais, je réfléchis à quelque chose. J'en dis pas plus, mais Okay. j'ai des trucs dans les cartons. Peut-être que dans 1 an, on pourra en parler. Yes. Mon idée, si tu veux, c'est d'être toujours dans l'écosystème horloger et par le faire savoir, transmission de passion, transmission de bons tips, de bonnes pratiques par la chaîne YouTube, le podcast, le salon et peut-être d'autres choses, on verra. Mais c'est en cours de réflexion. Voilà ce que je peux te dire. Trop bien. On fera sûrement un épisode, du coup, à ce moment-là, en entier. Exactement. Voilà. On parlera aussi un peu immobilier, ton parcours, le switch et tout ça. Ça m'a fait super plaisir. Félicitations à toi Ouais, avec encore. plaisir. Voilà. De bon matin le samedi. Cool. Prends le temps Et merci. Et merci vas-y. pour le temps. Et puis, surtout, le petit truc, puisqu'on n'a pas dit, je crois, au début, c'est que ce qui est assez rigolo, c'est que ce fameux stade où je fais maintenant, où j'ai fait on a fait le Time Fest, pardon, c'est pile l'endroit où nous, on s'est vus pour la première fois quand il y avait un salon immobilier là-bas et où tu m'as dit, Deal, tu fais son truc, par contre, je te marque, je suis derrière toi pendant 1 mois et t'as intérêt à le faire, quoi. Donc, c'est assez rigolo de voir un petit peu ce truc-là. Comment la 3 boucle ans se avant. boucle. Ouais, j'aime bien ce genre de symbole, en fait. Yes. Trop bien. À très bientôt. Je te souhaite Thibaut. un très bon week-end et à bientôt. Ciao. Ciao. Et voilà, félicitations à Edouard. Franchement, une réussite. On peut pas dire autre chose que ça. Ça fait trop plaisir à voir. Et puis, il respire quand même. Il respire le bonheur par rapport à cette réussite. Donc, félicitations. Je vous rappelle, si vous voulez activer les 3 leviers, vous avez eu des exemples de ce qu'il est possible de faire. J'en aurais des dizaines d'autres, mais là, je trouvais qu'ils étaient vraiment parlants, ces exemples. On a eu de tout, chacun des leviers, des personnes d'âge différents, qui habitent dans des endroits différents, qui ont des parcours de vie différents. Et donc, vous allez sur grosbillet.com/cash, comme l'argent, CASH. Et c'est ouvert que pendant 1 semaine et voilà, c'est la première fois que je propose ça. Vraiment, je vous fais un suivi pour être sûr que vous arrivez à vos objectifs. Bien sûr, vous avez une garantie. Bien sûr, vous avez une facture. Bien sûr, vous récupérez la TVA si vous avez besoin. C'est ouvert que pendant 1 semaine. Donc, ne traînez pas. Voilà. Sinon, c'est maintenant ou jamais. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se voit à Paris pour certains d'entre vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve la semaine prochaine. Et j'espère que vous aurez pris soin de vos gros billets en cliquant sur le site en description grosbillet.com/cash. À très bientôt.